Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Première présentation de l'année 2025, première vidéo de cette année 2025, j'espère excellente année pour vous. Pour moi, il y a déjà une petite différence par rapport à 2024, c'est que depuis décembre, eh bien j'ai la fibre, ça vous en avez pas parlé, mais ceux qui voient les vidéos sur le Vendée Globe n'avaient pas l'information aussi, mais vous voyez quand même que les vidéos ont tendance à arriver beaucoup plus vite qu'avant. Ce qui va être un réel avantage, c'est que déjà, potentiellement, on peut faire arriver les vidéos plus tôt, mais surtout avoir plus de vidéos qui arrivent en temps et en heure. C'est vrai que des fois, par exemple, les vidéos des grands tours n'arrivaient pas à 21 h à cause de la connexion. Donc là, pour le moment, la connexion tient. Ça fait un mois, il n'y a toujours pas eu de problème. Donc on verra pour la suite. Mais normalement, donc on a la fibre. Donc normalement, plus trop de soucis de connexion. Ça veut dire donc des grosses différences. Parce que c'est comme si j'étais passé de la préhistoire au 21e siècle en 2 heures. Donc ça fait une petite grosse différence. Donc avec des vidéos qui vont arriver beaucoup plus vite de cette manière-là, et notamment dès les premières courses, je pense, dès le Down Under, dès l'étoile de Bessèges, ou avant les vidéos arrivent à 21 h, ça sera peut-être plutôt 19 h désormais, parce que en gros, j'ai 2 minutes, 3 minutes d'upload. Donc voilà, vous voyez, entre le moment où la vidéo finit de s'encoder et la vidéo est mise en ligne, en gros, il y a un quart d'heure, donc c'est beaucoup plus simple pour mettre en ligne des vidéos. Donc bonne année déjà. Et puis là, première présentation, on attaque toutes les présentations de la saison. Alors il y en aura une à 21 h. Après, je sais pas si j'en fais 2 par jour ou pas, parce que il y a beaucoup de contenu sur la chaîne en ce moment. Je veux que toutes les vidéos de présentation World Tour soient finies avant le Down Under. Donc ça me laisse pas tant de temps que ça. Mais il va y avoir beaucoup de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, ça va être très important. Aussi, parce que comme ça vous pouvez savoir dès qu'une vidéo sort, surtout si vous avez activé toutes les notifications. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur la chaîne, parce que même en activant toutes les notifications vous pouvez avoir des surprises. N'hésitez pas à voir si vous êtes bien abonné aussi, parce que des fois il y a des abonnements qui sautent de cette manière là. Je suis très content également d'avoir atteint les 5000 abonnés pour ce début d'année. Et puis, n'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, voilà. Donc ça, comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça permet de me soutenir également, parce que plus vous cliquez rapidement sur notification sur miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. On commence tout de suite avec la première vidéo, et donc ordre alphabétique. C'est Alpecin qui commence, comme l'année dernière, puisque eux, ils n'ont pas changé de nom de sponsor, contrairement à Astana qui va arriver bien plus tard dans les vidéos. Alors Alpecin, que dire de la saison 2024 de Alpecin? C'est une saison quand même très intéressante sur les classiques. Il remporte Milan-San Remo, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, pas la Flèche Wallonne, pardon, Paris-Roubaix. Donc là, ça a été encore une fois très efficace sur les Flandriennes du côté de cette formation. Le problème du côté d'Alpecin, c'est que en dehors de ces grandes classiques, sur les grands tours, c'est un petit peu moins bien. Philipsen et Caden-Groves ont été moins efficaces en termes de résultats sur les grands tours. Même si Philipsen gagne quand même 3 étapes sur le Tour de France. Sur le Tour d'Italie, l'équipe a été très discrète. Et surtout, on a toujours le même problème du côté d'Alpecin, c'est-à-dire qu'à part le sprint et les Flandriennes, derrière, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Cette équipe est quand même vraiment dépendante de ces courses-là. C'est-à-dire que si vous avez Van Der Poel qui n'est pas efficace, tout de suite la saison devient plus compliquée pour Alpecin. C'est le problème de cette équipe. C'est aussi sa force, c'est qu'elle est ultra dominante sur ces courses-là. Aujourd'hui, peu d'équipes sont capables d'avoir un collectif aussi fort que Alpecin sur ces grandes classiques. Mais ça en fait aussi un inconvénient. De l'autre côté, on aimerait voir des grimpeurs, on aimerait voir un peu plus de puncher, et c'est vrai que sur les grands tours, en dehors des étapes de sprint, Alpecin n'est quand même pas très présent, même si cette année nous avons eu un petit peu Luca Vergalito du côté du Tour d'Espagne. Donc c'est un petit peu le souci de cette formation, c'est cette dépendance véritablement
enfin une grande dépendance voilà, du côté des courses de sprint, du côté de ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, voilà, c'est une équipe qui est obligatoirement doit être bonne en mars, doit être bonne début avril, parce que sinon après derrière ça devient plus compliqué pour cette formation, mais qui je rappelle a quand même remporté 3 monuments. Cette année les monuments ça a été soit Alpecin, soit UAE avec Pogacar. Donc c'est dire quand même la domination qu'a eu cette formation sur ces épreuves-là. Mais en dehors de cette période des classiques, c'est vrai que c'est une équipe qui devient tout de suite beaucoup plus discrète. Et ça manque peut-être un petit peu de résultats sur ce type d'épreuve. Donc c'est la petite déception que j'ai, mais qui est assez récurrente du côté d'Alpecin. En même temps, encore une fois, du côté d'Alpecin, c'est compliqué de faire plus en termes de résultats, parce que ça reste pas l'un des plus gros budgets du peloton. Aujourd'hui, Alpecin, selon les chiffres des Brooks, Ladbrokes, qui est un site belge, donc qui a essayé d'estimer un petit peu les budgets de 2024 des équipes, eh bien c'est une équipe Alpecin qui gagne 25 millions d'euros, donc on est en dessous d'une équipe comme Bora, en dessous d'une équipe, enfin légèrement en dessous de ce qui est capable de faire Decathlon. Donc vous voyez, c'est un budget qui ne fait pas partie des plus gros budgets du peloton Alpecin, même si c'est un budget un petit peu comme toutes les équipes du World Tour qui est en haut sur les dernières années. Du côté de la formation belge, avec même un budget en forte hausse, et ça reste compliqué pour ces structures-là de réussir à être présent sur tous les tableaux. Si Alpecin veut être présent sur tous les tableaux aujourd'hui, eh bien faut un budget qui soit 15-20 millions supplémentaires. C'est un peu le problème du cyclisme actuel, très clairement, c'est que vous avez un budget qui est bloqué, et c'est compliqué d'aller plus haut dans la hiérarchie, et donc Alpecin a décidé de se concentrer sur les sprints et sur les Flandriennes, mais en étant hyper spécialisé dans ce domaine-là, ça veut dire que tu es obligé de négliger un petit peu la montagne, et que sur les grands tours, ta visibilité n'est pas toujours excellente. Il faut bien le dire. On poursuit avec les victoires, le bilan un petit peu comptable, les victoires de cette année 2024. Eh bien, on en a 26. La première, c'était l'Étoile de Bessèges avec Axel Laurens. On retrouve ensuite la deuxième étape de Tirreno Adriatico pour Jasper Philipsen avec Milan-San Remo. Il a remporté également la classique Bruges de Panne, Jasper Philipsen. Van der Poel lui remporté le 3 Saxo Classique. Cinquième étape du Tour de Catalogne pour Axel Laurens. Timo Kailich qui remportait la Volta NXT classique, donc avant la Volta Limbourg classique, le Tour des Flandres pour Van der Poel, Quinten Hermans qui a remporté la deuxième étape du Tour du Pays Basque, Paris-Roubaix pour Van der Poel, Axel Laurens qui a remporté le Général et la deuxième étape du Tour de Norvège. Vous aviez la Duracell Dwarsdoor et Hageland pour Gianni Vermeersch, la troisième étape du Tour de Belgique pour Jasper Philipsen, la première étape du Tour de Kinky Lake pour Jensen Plowright, Jasper Philipsen qui a remporté la 10e, 13e et 16e étape du dernier Tour de France, 5e étape du Tour de Kinky Lake également remportée par Jensen Plowright. Sur le Tour d'Espagne, l'étape 2, l'étape 14 et l'étape 17 remportées par Caden Groves, le René Witour, la 4e étape remportée par Jasper Philipsen, Van der Poel remportait quant à lui la première étape du Tour du Luxembourg, Jasper Philipsen, la Sparkassen Musterland Giro, et Stan Van Triech, sous la pluie dans des conditions difficiles en partant dans l'échappée, remportait la Coppa Berniochi. Ce qui fait qu'en termes de nombre de victoires par rapport aux années précédentes du côté de cette formation belge, eh bien, nous sommes un petit peu moins bien qu'en 2023. En 2023, l'équipe avait remporté 35 victoires contre seulement 26. Cette année, c'est même moins bien qu'en 2022 et qu'en 2021. En fait, il faut revenir en 2020, époque Covid, pour avoir aussi peu de victoires pour Alpecin, mais quand même des gros résultats sur les classiques et sur les monuments. La différence est faite sur les sprints, où Jasper Philipsen l'année dernière et Caden Groves avaient été plus performants dans cet exercice-là.
L'équipe a remporté donc ses 26 victoires avec 9 coureurs différents. C'est la 9e dans le classement World Tour en termes de nombre de victoires et surtout du nombre de victoires par coureur différent. Donc c'est pas si impressionnant que ça, hein. On est dans la moyenne. Et surtout, l'équipe a remporté 15 victoires en World Tour sur ses 26 victoires en tout. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça la place 3e du classement des équipes World Tour derrière UAE et derrière Visma, donc les deux équipes qui dominent un petit peu la catégorie. Et puis en termes de nombre de victoires, voilà, donc on est un petit peu en dessous cette année par rapport aux années précédentes pour cette formation. C'est vrai qu'on a été habitué parfois à avoir cette équipe qui gagnait un petit peu plus, et ce qui fait qu'en termes de classement par équipe, au niveau du nombre de victoires par rapport aux années précédentes, et bien avec 26 victoires, Alpecin se classe 7e du classement monde au niveau du nombre de victoires. En termes de points, eh bien 6387 points marqués, 6367 points marqués en 2024. C'est légèrement plus qu'en 2023, mais pas grand chose supplémentaire. En fait, 27 points d'écart tout simplement de marqués en plus. Donc on est à peu près au même niveau, et on voit que cette équipe est assez stable sur les 3 dernières années. En termes de nombre de points UCI, donc il n'y a pas vraiment de grande surprise de ce côté-là. On passe tout de suite au transfert de la saison avec des départs déjà pour Alpecin. C'est le départ de Søren Kragh Andersen qui a décidé d'aller chez Lidl Trek. Nicolas Conchi, lui, rejoint XDS Astana, donc le nouveau nom d'Astana avec le sponsor chinois. Et puis Axel Laurence a rejoint Ineos. 2 coureurs ont pris leur retraite. Ramon Sinkeldam, qui ne s'est pas vraiment relancé dans cette formation, lui qui a été passé notamment à la Groupama FDJ ou chez Giant dans sa carrière, donc voilà, qui a décidé de prendre sa retraite à 35 ans. Et puis, vous avez également Jason Osborne qui était là depuis quelques années dans la formation belge, qui était arrivé assez tardivement au niveau des professionnels, mais qui n'a pas réussi véritablement à être très impressionnant et qui avait pris sa retraite au mois de septembre. 2 coureurs n'ont pas trouvé de point de chute, c'est Senne Lessen, le belge, et Maurice Ballerstedt, l'allemand, donc qui sont toujours sans contrat au 2 janvier 2025. Parmi les recrues, 2 recrues d'équipe extérieure et 4 coureurs de l'équipe de développement. Johan Pryce-Peterson qui arrive donc de la Bahreïn Victorious et qui sera intéressant sur les classiques. On a également Gaël Glivard, coureur qui était dans l'équipe réserve de la UAE. Et puis parmi les coureurs qui étaient dans l'équipe de développement de la Alpecin, vous avez Simon DR, vous avez Tibor Del Grosso le néerlandais, Ramses De Bruyne ou encore Emel Verstringe. Voilà, du côté de cette formation. Ce qui fait qu'en 2025, l'équipe Alpecin aura 29 coureurs. C'est une équipe qui n'est pas la plus jeune du peloton. Elle est 9e dans le classement des équipes les plus jeunes, avec une moyenne d'âge qui s'établit à 26 ans,8, c'est-à-dire à peu près similaire à la Soudal Quick-Step, mais c'est moins bien qu'une équipe comme Decathlon ou qu'une équipe comme Bahreïn. Dans ce classement, les coureurs les plus jeunes, le plus jeune c'est Tibor Del Grosso, seulement 21 ans et 159 jours. Le plus âgé étant Jimmy Janssens, 35 ans et 217 jours. 7 coureurs ont plus de 30 ans, dont un seul a plus de 35 ans, et des coureurs qui ont moins de 25 ans. Eh bien, ils sont une petite
oui, une demi-douzaine, voilà, de coureurs avec Jenson Plowright, Fabio Van Den Bosch, Simon Désert, pardon, Henri Hulig, Lars Boven, Verstrenge, Glivard, De Bruyne et Del Grosso, voilà qui sont les coureurs qui ont moins de 25 ans. Donc voilà, un effectif de 29 coureurs avec voilà, des changements, mais qui ne sont pas non plus si énormes que ça, hein, parce qu'on a 7 arrivées pour 7 départs, voilà, du côté de la Alpecin. On regarde tout de suite un petit peu les coureurs à suivre, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet effectif 2025 de cette formation. Et le premier coureur à suivre, bien entendu, c'est l'ancien champion du monde, Mathieu Van Der Poel. Alors Mathieu Van Der Poel, un petit peu souffreteux, on va dire, mais qui a quand même été déjà impressionnant sur les 3 premiers cyclocross qu'il a fait cet hiver. Et puis, il continuera avec quelques manches au mois de janvier, ce qui est habituel du côté de Mathieu Van Der Poel, qui est aujourd'hui l'homme des classiques flandriennes. C'est l'homme à abattre sur ces courses-là, avec cette formation, et ça sera encore le cas l'année prochaine, en 2025. Mais la différence par rapport à l'année dernière, c'est que si Van Aert est à son top niveau, ça pourrait être différent. Pogacar, on ne sait pas trop encore totalement quel va être son programme. Ça peut être différent également du côté de Mathieu Van Der Poel, avec toujours aussi la concurrence interne de Jasper Philipsen sur ces épreuves-là. Mais c'est vrai que l'année dernière, Van Der Poel a été impressionnant sur ces courses-là. Et en fait, il n'est pas vraiment passé à côté de tous ces gros monuments du cyclisme. Et même à Milan-San Remo, qui était sa course de reprise, eh bien, il a aidé Jasper Philipsen. Donc autant vous dire que ça a été une très très grande saison. Quasiment 4000 points de marqués du côté de Mathieu Van Der Poel sur ces épreuves-là. La petite déception, c'est le Tour de France, où il a été quand même extrêmement discret sur cette épreuve-là, où là, voilà, il n'a pas réussi véritablement à avoir la bonne carburation du côté de ce Tour de France, mais voilà, avec un calendrier peut-être un peu trop particulier. C'est vrai que cette année, il n'a couru que 41 jours, donc il manquait peut-être un peu de jours de course avant le Tour de France du côté de Mathieu Van Der Poel, qui n'a jamais eu une grande réussite, il faut bien le dire aussi sur le Tour de France. C'est pas forcément l'épreuve où il a été le plus en avant. Il a peut-être été meilleur même sur le Tour d'Italie ou sur le Tour d'Italie lors de sa seule participation sur cette course. Également vainqueur d'une étape sur le Tour de Luxembourg, 3e des championnats du monde, avec une grosse bagarre dans le final dans le groupe avec Ben O'Connor, où il y a un moment il roule sur le trottoir. Et puis champion du monde du gravel en octobre, où il avait été impressionnant sur cette épreuve-là, et personne n'avait réussi à suivre. Pourquoi moi je suis Van Der Poel? Parce que il a renouvelé son contrat, parce que moi j'attends de voir ce que ça va donner cette année sur les classiques. Et puis, est-ce qu'il arrivera à suivre sur les grandes courses, et surtout, je me dis, sur ces classiques ardennaises. C'est vrai que c'est sur ces épreuves-là où peut-être qu'on attend aussi Mathieu Van Der Poel un peu plus, surtout que avec sa 3e place sur Liège. Alors encore une fois, 3e place sur Liège, mais c'était pas le 3e plus fort coureur sur cette épreuve-là. Bon, une Amstel qui avait été un petit peu compliquée, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est un coureur qu'on attend sur ces épreuves-là, Mathieu Van Der Poel. Et puis on verra également son programme, mais forcément Mathieu Van Der Poel, ça fait partie des ogres du peloton, donc forcément il est attendu, Mathieu Van Der Poel, donc on ne pouvait pas faire comme si il n'existait pas dans cette équipe. Deuxième coureur à suivre pour l'année prochaine dans cette formation, c'est bien Jasper Philipsen. Jasper Philipsen. Alors c'est marrant la saison de Jasper Philipsen, j'en parlais lors des débriefs de fin de saison, notamment du côté des sprinters. C'est que la saison elle est surprenante parce qu'il a été très bon sur Milan-San Remo, il gagne un monument, c'est son premier monument dans sa carrière, il a été très efficace sur les monuments, mais j'ai eu l'impression que sur ses qualités de sprint, ça a été plus compliqué, plus en difficulté sur ses qualités de sprinter, Jasper Philipsen, avec un début de Tour de France qui a été difficile. Ensuite, il a bien réussi à rectifier le tir avec 3 victoires. Mais voilà, il y a eu ce Tour de France en fait a été un peu plus compliqué que les années précédentes. Il a été moins dominateur tout simplement sur le Tour de France 2024 par rapport au Tour de France 2023. Sinon après sur le reste de la saison, il y a encore pas mal de victoires quand même
pour Jasper Philipsen sur l'année. Donc là, on ne peut pas être déçu de ce côté-là, mais encore une fois, 9 victoires cette année, c'est moins qu'en 2023 où il avait gagné à 19 reprises, mais il était vraiment au-dessus du lot en 2023. Il est au niveau de 2022 et de 2021. Mais il m'a manqué sur les grosses courses parfois ce petit truc qu'il avait en plus en 2023. Voilà, et je pense notamment à ce Tour de France qui a été un peu plus compliqué, alors aussi avec une chute sur l'étape de Turin qui a peut-être gêné son début de Tour de France. Mais voilà, sur les sprints, il était moins dominateur cette année qu'il a pu l'être l'année précédente. Après, ça reste quand même une saison très intéressante. Et puis moi j'aimerais le voir sur une autre course que le Tour de France, pourquoi pas le voir sur le Giro, notre ami Jasper Philipsen, voilà, le voir sur d'autres épreuves. Et puis moi je me dis toujours que sur les Flandriennes il est aussi en capacité d'en claquer une grosse, et je pense notamment à Paris-Roubaix où il avait fini encore une fois deuxième cette année, et j'aurais bien envie de le voir s'imposer sur cette épreuve et de le voir surtout avec un vrai statut de co-leader avec Van Der Poel. Or aujourd'hui, tu as quand même l'impression qu'il y a Van Der Poel, lui, il est encore un petit peu en dessous sur ces épreuves-là, alors que pour moi, il a les qualités d'être performant sur ce type de course. Et puis on se souvient également un début de saison qui n'avait pas été simple pour Jasper Philipsen. Après, il avait démarré très tard sa saison du côté du coureur belge. Mais voilà, une année, on ne peut pas dire en demi-teinte, c'est pas le bon terme, mais une année où il était un petit peu moins bien qu'en 2023, où il avait été, il faut bien le dire également, au-dessus du lot du côté des sprints ultra dominateurs dans ce domaine-là. Troisième coureur à suivre, eh bien, c'est Caden Groves, le coureur australien. Caden Groves qui a encore 2 années de contrat avec Alpecin de Koninck. Une année 2024... là aussi, loin d'être parfaite. Certes, il y a des victoires sur la Vuelta, 3 victoires même sur cette épreuve, et remporter le classement par points. Mais dans une Vuelta où il n'a jamais réussi, on va dire, à battre vraiment... il n'y a que le premier sprint, et Van Aert se plante un peu sur le premier sprint, mais il a eu du mal quand même à aller chercher Van Aert, même battu par Pavel Bittner. Donc c'est pas une Vuelta parfaite du côté de Caden Groves. Un Giro où c'était le 4e voire le 5e homme du côté des sprints, derrière Olaf Koy, derrière Milan, notamment derrière Tim Merlier, où il n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte, et ça c'est un petit peu plus dommageable. Et puis en dehors des grands tours, il a été quand même extrêmement discret cette année. Caden Groves, je pense notamment à son UAE Tour où il est passé complètement à côté, à son Paris-Nice également. Donc c'est une saison, là on peut dire, un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que ça progresse pas énormément, voilà, du côté de Caden Groves. Par rapport aux années précédentes, on a même eu l'impression d'un léger retrait de performance par rapport à l'année précédente. Donc, petite déception de ce côté-là, du côté de Caden Groves, par rapport aux années précédentes. Donc voilà, je mettrai un petit bémol voilà, sur cette saison 2024. Donc j'ai envie d'un retour au premier plan de Caden Groves, mais est-ce qu'il sera en capacité de le faire, l'Australien? Et puis, il y a aussi une hiérarchie dans l'équipe, et c'est vrai qu'on voit Jenson Plowright un peu progresser dans cette formation. Vous allez avoir également l'arrivée de Tibor Del Grosso. Est-ce qu'il sera en mesure de rester comme numéro 2 en termes de sprint derrière Philipsen dans cette formation? C'est pas si sûr, donc il va falloir avoir des résultats cette année, sinon il risque de descendre un petit peu dans la hiérarchie de cette formation. Et puis oui, j'aimerais le voir être en capacité de battre les meilleurs au niveau des sprints, et pour le moment c'est vrai qu'en 2024 ça n'a pas été le cas. 4e coureur à suivre pour moi, c'est Vergalito. En gros, avec Quinton Herman, c'est les deux seuls qui sont capables de passer des bosses dans cette formation. J'ai trouvé que Vergalito, en 2024, il y avait des choses intéressantes pour un coureur
qui était à sa deuxième année chez les professionnels, première année en World Tour, qui reste un coureur qui vient de la Zwift Academy. Donc on a vu beaucoup de lacunes encore de technique sur le vélo, notamment sur la Vuelta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il redémarre sur un vélo, ça a quand même été compliqué, mais je trouve qu'il a été présent voilà, dans 3 échappées, et notamment au Puerto de Ancares, il prend la 9e place, présent également sur des courses en début de saison, notamment 12e du Tour de Norvège. J'ai trouvé, voilà, c'est un coureur intéressant. Et pour moi, dans une équipe comme ça qui est présente seulement sur les sprints, ça fait du bien de voir quand même 2-3 coureurs qui tentent leur chance en montagne. Contrat de 2 ans. Cette année, on voudra plus du côté de Luca Vergalito. Voilà, on voudra qu'il progresse, le coureur italien. Ça reste quand même un problème pour moi, Luca Vergalito, c'est son grand gabarit. 1m90, 67 kg, c'est vrai que c'est pas évident en montagne, parce que plus vous êtes grand, souvent plus vous êtes lourd, quand même, indirectement, ou soit plus vous devez faire des régimes contraignants. Sauf que dans ce cas-là, votre rapport poids-puissance n'est pas forcément excellent dans ce genre de domaine, et ça peut fatiguer énormément votre organisme, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Et donc du côté de Luca Vergalito, c'est vrai que cette grande taille peut être un désavantage en montagne. Mais on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Ça reste un coureur qui n'a que 27 ans, donc il est encore dans une phase de progression physique. Et puis avec des progrès au niveau technique sur un vélo, ça peut être pas mal pour le coureur italien. Donc je suivrai, moi, la saison de Luca Vergalito. Tibor Del Grosso également, le jeune néerlandais de 21 ans, considéré comme un coureur extrêmement prometteur. Il était dans l'équipe de développement l'année dernière de la Alpecin avant d'être dans l'équipe 1. Il est passé dans la Metec, vous savez, cette équipe néerlandaise où vous avez quand même pas mal de jeunes en continental. Sa course au championnat d'Europe est assez rageante parce qu'il se retrouve dans le 2e peloton et jamais en capacité de revenir. Sa course au championnat du monde est quand même intéressante, où il prend la 8e place, alors que c'est pas forcément son domaine de prédilection, véritablement. Les longues bosses du côté de Tibor Del Grosso. Du côté du Tour de Wallonie, 8e, 9e place à Hervé, 7e l'année dernière sur une étape du Tour d'Allemagne, et puis vainqueur du prologue de l'Obsterache Rundfahrt, vainqueur également du classement du sprint de cette course, 2e également d'une étape de la course de la paix du côté de Tibor Del Grosso, et 2e à Pontivy sur le Tour de Bretagne du côté de ses faits d'armes, et puis 5e de la Youngster Coast Challenge. Donc c'est un coureur qui est plutôt typé sprint classique, autant vous dire qu'il est tombé dans la bonne formation. Et puis il aura peut-être un rôle à jouer dans les équipes autour de Mathieu Van Der Poel, autour de Jasper Philipsen, voilà, pour prendre de l'expérience sur le jeune coureur néerlandais qui, on nous le dit, est très prometteur. Donc on verra ce que ça donnera du côté de Tibor Del Grosso. Début d'année assez costaud, notamment avec le Samin, avec le Grand Prix de Denain, où ça pourrait être l'un des favoris sur le Grand Prix de Denain. Tiens, du côté du mois de mars, la seule course avec des pavés de la Coupe de France, parce que les ribines ne sont pas des pavés du côté du Trobron-Léo. Et puis on termine avec un dernier coureur, c'est Sandro Meurice, le coureur belge qui va bientôt avoir 33 ans. Sandro Meurice, c'est bien une belle saison du côté du coureur belge, notamment en fin d'année sur les semi-classiques italiennes, 2e du Giro del Veneto, 10e du Tour de Lombardie en prenant l'échappée, 3e de la Veneto classique. Donc voilà, il a été très efficace sur cette fin d'année avec des qualités de puncher. Il y a peut-être une place à prendre face à Quinton Hermans qui, c'est vrai, on va pas se mentir, sur ces 2 dernières années, n'a pas montré vraiment grand-chose pour le moment. Et pour un Sandro Meurice, ça peut être une belle opportunité, coureur qui sera dans sa dernière année de contrat avec Alpecin et qui pourrait être courtisé par d'autres formations, parce que ça peut être un coureur intéressant. Notamment, on l'avait beaucoup vu sur la dernière Vuelta, notamment quand il s'était retrouvé en échappée, en solitaire. Voilà, ça a été un coureur assez intéressant l'année dernière, et dans une équipe qui est tellement spécialisée dans le sprint, voir un coureur qui arrive à grimper un petit peu, et bien ça fait toujours du bien. 5e également du Tour d'Autriche cette année en termes de résultats, en finissant
troisième de l'étape du Stier, donc qui est une grosse bosse en Autriche, une longue montée. Donc voilà, un coureur qu'on aura hâte de revoir l'année prochaine, surtout dans certaines échappées, parce qu'il aura des opportunités du côté des étapes difficiles pour Sandro Meurice. Pour finir cette vidéo, comme on en a l'habitude désormais depuis plusieurs années où on fait ces présentations de début de saison, eh bien on va passer au maillot de la Alpecin Deceuninck, et pas de chance pour moi. C'est pour ça que j'ai attendu le 2 janvier pour faire les premières vidéos, aussi parce que certaines équipes n'ont pas encore dévoilé leur maillot. Eh bien, Alpecin Deceuninck n'a pas dévoilé son maillot pour le moment. Donc, on espère qu'on ne restera pas sur une couleur jean délavé, parce que c'est vrai que cette année, je trouve que le maillot était extrêmement peu visible, que ça soit le maillot Tour de France avec ce petit côté gris, ou le maillot classique, qui je trouve n'était pas très visible dans les pelotons, et c'est quand même dommageable en termes de marketing pour une équipe d'avoir un maillot qui ne soit pas visible pour un sponsor. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Après, je me dis, est-ce que du côté d'Alpecin Deceuninck, on n'aura pas une grosse surprise, comme on voit l'équipe féminine Phoenix Deceuninck avoir 3 maillots pour la saison 2025, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, voilà, ils vont changer de maillot de temps en temps. Donc ils ont 3 couleurs de maillots différentes. Est-ce qu'on n'aura pas une surprise du côté d'Alpecin Deceuninck avec la même idée ou un design un petit peu plus futuriste, parce que c'est vrai que du côté de l'équipe féminine, eh bien on a un maillot qui est bien plus intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le maillot est un petit peu plus coloré que ce qu'il faisait d'habitude, et un design un petit peu plus innovant surtout. Et ça sera peut-être intéressant du côté d'Alpecin Deceuninck. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos coureurs que vous allez suivre l'année prochaine dans cette formation. N'hésitez pas à regarder également dans la description, vous retrouvez tous les coureurs avec leur âge dans la description de la vidéo. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve pour d'autres top 10 et pour d'autres, surtout, présentations de début de saison. Et puis le Dakar, le biathlon, le Vendée Globe qui continue sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.